Vous êtes de l'œil à la main? Enchanté. J'arrive tout juste de l'Angleterre. Mais où est le soleil? Quand j'ai quitté Londres, il faisait beau. Je m'exprime en langue des signes anglaise, et comme je ne connais pas trop bien la langue des signes française, je vais essayer de signer en langue des signes internationale. Je m'appelle Louis. Ah non, ça c'est de l'anglais. Alors, je m'appelle Louis Neatling. Et ça c'est mon signe. Je suis réalisateur et l'œil à la main m'a proposé de venir vous rencontrer. Où suis-je? Eh bien, je suis devant la gare du Nord à Paris. Qu'est-ce que je suis venu faire chez vous? Vous connaissez tous le fameux train qui passe sous la Manche et qui relie la France et l'Angleterre. Eh bien, je suis venu voir si grâce à cette liaison, les Français et les Anglais s'entendaient mieux. Allons voir. Les voitures roulent du mauvais côté. Vous savez, pendant longtemps, la France et l'Angleterre ont été en conflit. Et ce n'est qu'en 1904 qu'ils ont enfin décidé de faire la paix. Mais je me demande, est-ce que les Français et les Anglais s'entendent vraiment? Ou est-ce qu'il y a encore des rivalités? C'est ce qu'on va découvrir. Ah, les Français! La guerre de 100 ans, ça a été un très très long conflit. Les Anglais ont tout gagné, les Français ont perdu. C'est Jeanne d'Arc qui l'a gagné. Elle a repoussé les Anglais hors de France. Oui, je me souviens de cette histoire. C'était à Orléans. Donc les Français auraient repoussé les Anglais? Non, c'est les Anglais qui ont été les plus forts. Ils ont remporté toutes les batailles. D'accord. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer un historien sort. Il s'appelle Yann Quentin. Nous allons pouvoir partager nos points de vue. Lui en tant que Français, moi en tant qu'Anglais. Hello! Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé en 1066? Tu peux me raconter? Oh là là. Eh bien, en 1066, la France était alors territoire viking. Le roi normand, un viking, s'attendait à hériter de la couronne d'Angleterre. Il avait des liens de sang avec la famille anglaise, et au décès du roi, la couronne aurait dû lui revenir. Comme elle est allée à un autre, il leur a déclaré la guerre. Et il était français. Non, c'était un viking, pas un français. Donc il était plus anglais que français puisque les Anglais avaient des origines saxonnes. Si tu veux. Et il s'appelait comment ce roi qui a conquis l'Angleterre? Il s'appelait Guillaume. William the Conqueror en anglais. On le signe comme ça. Guillaume le Conquérant. Comment Guillaume le Conquérant a-t-il remporté la bataille qui lui a permis de conquérir l'Angleterre? Au moment de la bataille, les Normands, alliés aux Bretons et à d'autres, tentaient de percer les rangs anglais. Mais ils n'y parvenaient pas. Une rumeur a même annoncé le décès de Guillaume. C'était la débandade. Mais quand Guillaume est apparu à visage découvert, ça a relancé ses troupes. Ils ont réussi à approcher le roi d'Angleterre et ils lui ont tiré une flèche dans l'œil. Quand il est tombé de son cheval, les Anglais se sont rendus. Mais où est Yann? Mais il est où? C'est pas possible, il s'est perdu. Une fois que les Normands ont conquis l'Angleterre, ils y sont restés 150 ans. Les Anglais n'ont pas vraiment apprécié, mais les Français ont quand même laissé pas mal de choses. Au niveau culinaire, par exemple. Tout à fait. Par exemple, vous utilisez des termes de cuisine qui sont français à l'origine. Et donc, après 150 ans de règne, les Anglais ont foutu les Français dehors.
Non, 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 non. Ça a continué. Non. Ce n'est pas possible de discuter avec lui. Donc les Français ont conquis l'Angleterre. Ensuite, les Anglais ont riposté. Et puis ils ont continué à s'affronter comme ça, une fois les Anglais, une fois les Français. C'était quoi la raison majeure? Il y avait deux familles, une normande et une angevine. En face d'elle, le roi de France. Ces deux familles ensemble étaient plus puissantes que le roi de France, et par un jeu d'alliance, elles sont devenues anglaises. Ça a provoqué des conflits, et bien qu'étant de la même famille, ils ont continué à s'entre-déchirer. Mais ils se battaient pour des territoires? Ou c'était plutôt des histoires de famille? Des histoires de famille. Donc des conflits familiaux? Ils voulaient tous la couronne. C'est ça l'origine des embrouilles. Et par la suite, les Anglais ont remporté toutes les batailles. Non, ils ont connu des défaites. Le Français a toujours quelque chose à dire. L'histoire ne s'arrête pas là. Ça a continué. Très bien. Il y a une petite histoire que j'aime bien. Les Anglais se sont battus et ont fini par envahir la France. Mais est-ce que tu peux me dire comment ils se sont pris? Je vois. À la suite d'Union, toute la côte ouest de la France était devenue anglaise. Et face aux Français, trop nombreux, mieux armés donc moins mobiles, les Anglais ont envoyé ces petites formations rapides et légères pour piller le territoire. Comme ça, ils leur échappaient. Attends. Bla bla bla. J'ai une autre petite histoire. Je l'aime bien. J'adore partager des histoires avec toi. Tu as entendu parler de ces fameux grands arcs anglais? Mais tu peux me dire ce qui s'est passé lors de la bataille d'Azincourt? C'est à Azincourt, on signe comme ça, que ces arcs ont changé le cours de la guerre de 100 ans. Les agriculteurs anglais, qui se trouvaient dans les rangs de l'armée, utilisaient ces grands arcs. Ils étaient durs à bander et leurs flèches allaient très loin. Il fallait être très costaud pour les manier. Lors de cette bataille, les chevaliers français, qui se trouvaient en bas de la colline, se sont fait cribler de ces flèches. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu. Et c'est tout. Ils ont perdu. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Après la défaite, les survivants sont rentrés au camp. Lorsque le chef leur a demandé comment ils avaient pu perdre ce combat, les Français ont répondu qu'ils avaient le soleil dans les yeux et qu'ils n'avaient pas vu les flèches arriver, que c'était pour ça qu'ils avaient perdu. Ce n'est pas tout à fait ça. Merci pour ce beau moment d'histoire. À la prochaine. Français et Anglais, on partage un lourd passif historique. Et du point de vue de la culture, est-ce qu'on a des points communs? Mais où est la Tour Eiffel? J'ai fait tout ce chemin depuis l'Angleterre pour voir quoi? La Tour Eiffel et rien. Le monde entier connaît la France pour sa fantastique façon de faire la cuisine, pour sa gastronomie. Je vais rencontrer Mohamed. Voici son signe. Il est chef cuisinier et il va me parler du fameux art culinaire français. Je prie pour qu'il ne me fasse pas manger d'escargot. Tu es donc un cuisinier français. Comment choisis-tu les ingrédients que tu vas cuisiner? Moi, je n'y connais rien. En France, ce qu'on aime, c'est choisir des aliments de qualité. On ne garde pas ce qui est abîmé. Vous faites votre marché un peu n'importe comment. Oui, je sais. Nous, on prend comme ça vient. En France, on aime la variété. Il faut qu'on regarde, qu'on sélectionne. Mais qu'est-ce que c'est ça? De la cervelle de veau. Tu as vu? Elle est parfaite. J'en avais jamais vu des comme ça. Allez, viens par là.
Reste loin de moi. Je suis content. Au moins, il ne me fera pas manger la cervelle. C'est bon? Très bien. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Tu as vu ce sourire? Alors, la nourriture, comment dire? La nourriture est dégueulasse. En France, elle est franchement meilleure. Le petit déjeuner est mortel. Mais à part ça, c'est meilleur en France. Alors, Vous aimez le thé anglais, nos petits gâteaux? Oh, les gâteaux sont fantastiques et le thé est délicieux. prendre le thé en caressant son chat. La nourriture infecte. Je vous l'accorde. Ça sent bon. T'as besoin d'aide? Il faut la tenir bien droit entre le pouce et l'index. Super. En bon anglais, j'ai des a priori sur la cuisine française. L'odeur, le goût sont différents. Et puis vous mangez des pieds de cochon, des cuisses de grenouille, des escargots. C'est vraiment autre chose. Les Anglais n'ont pas l'habitude. Tout ça, c'est très français. Oui, ça fait partie de la culture française. Vous n'en avez peut-être pas l'habitude, mais c'est de la cuisine traditionnelle. Les pieds de cochon, les Anglais n'en mangeraient peut-être pas. Mais il ne faut pas rester sur des a priori. Il faut goûter. Il faut oublier ce que tu vois. Il faut savourer. C'est différent une fois préparé. Tu verras après. D'accord, mais les chevaux, vous les mangez. Pour un Anglais, c'est inadmissible. Un cheval, c'est un animal domestique. L'abattre pour le manger, c'est impensable. Je comprends, mais en France, on fait de la haute gastronomie. On aime donc avoir un grand choix d'ingrédients. Le cheval, c'est très goûteux. Et c'est aussi très bon pour la santé. Enfin, une petite pause. Mohamed cuisine et moi, l'anglais, je fais une petite pause pendant que le français travaille. Mais où sont les biscuits? Ah oui, je suis en France. Et moi, je cuisine, je prépare, je mitonne. Pendant que l'anglais se la coule douce devant son thé. Pas d'escargot, hein. Ça fait rien, j'adore cuisiner. Des escargots. C'est magnifique. Tu es en France ici. Mais des escargots. Mais c'est bon. Excellent, je sais pour l'avoir vu. Et honnêtement, je le reconnais, les Anglais font tout cuire ensemble. En France, on a la culture des légumes bien cuits. De la variété, de la diversité. On utilise une noix de beurre, un filet d'huile, c'est équilibré. On fait des petites portions. Vous, les Anglais, vous mettez tout directement dans un seul plat. En France, vous préférez manger la viande plutôt saignante. Pourquoi? Ça fait partie de la tradition française. On ne fait pas trop cuire la viande pour qu'elle reste saignante. Ça fait moins grossir et c'est plus savoureux. Moi, je ne supporte pas la viande saignante. Il faut vraiment qu'elle soit cuite à point. C'est vrai, nous les Anglais, on l'aime bien cuite. Finalement, saignante, tu la trouves comment? Tu la manges quand même? Finalement, c'est bon. Un grand merci d'avoir préparé ce délicieux repas. Et je vous l'accorde, la cuisine française est vraiment fantastique. En Angleterre, c'est moyen. Je l'assume. C'est avec plaisir.
Les films français, waouh! En tant qu'anglais, j'adore voir les films français. Et toi, tu les aimes? Moi, voir des films français? Non, parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas sous-titrés. Je préfère les films américains, les films d'action. Eux sont sous-titrés. Je ne saurais même pas te donner le titre d'un film français. Au cinéma, la majorité des films n'est pas sous-titrée. Certains DVD, oui. Moi, je vais souvent voir des films anglais, américains, en version originale sous-titrée, parce que je peux les suivre, contrairement aux films français. J'adore faire des films et je suis également un grand cinéphile. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir rencontrer une célèbre actrice française qui a fait à la fois du théâtre et du cinéma. C'est Emmanuelle Laborie. Hello! En tant qu'anglais, je suis un très grand fan des films français. J'en ai vu beaucoup. Mais quand je parle aux sourds que je rencontre ici de mes films français préférés, ils ne les connaissent pas. Ça me sidère. Comment ça se fait? En fait, c'est très simple. À la télévision française, il y a très très peu de sous-titres. Ça progresse petit à petit parce qu'on s'est battu auprès du gouvernement, des politiciens, pour réclamer 100% de sous-titrage des programmes télévisés. Mais ça évolue lentement. Et beaucoup de sourds, alors qu'ils sont nés ici, n'ont pas accès à leur culture. Moi, je vais voir des films anglais, japonais, américains, des films étrangers en fait. Mais en ce qui concerne les films français, ça avance vraiment très lentement. Et ça me fout les boules. Mais que penses-tu du théâtre des sourds anglais? Tu le trouves bon? Pour ce qui est des films sourds, il n'y a pas de doute possible. C'est nous les meilleurs. Je ne discuterai pas là-dessus. Mais tu peux me donner ton avis sur notre théâtre. Pour être franche avec toi, je dois t'avouer que je n'ai jamais vu une pièce de théâtre anglaise. C'est dommage. Ça ne me surprend pas. Beaucoup de gens en Europe sont dans le même cas. Ils n'ont jamais vu aucune de nos représentations. Je sais qu'on est très repliés sur nous-mêmes, mais ce théâtre existe et j'espère que tu auras l'occasion de le voir et de me donner ton avis. D'accord? Ok, Et tu serais d'accord de jouer dans un de mes prochains films? j'aimerais bien. Super! Je vais tourner un film avec Emmanuelle Laborie. Fantastique! Marché conclu? Top là? C'est du pipeau. Si, allez! Marché conclu. Bah, un peu comme toi, le chapeau, le par-dessus et la canne. Tu l'as pas, mais bon, t'es typique. Les bars, En bois. la bière. Ah oui, la bière. C'est un marrant, lui. Bah tu sais, des personnes cintrées dans un costume, qui portent des bottes, une bombe sur la tête, qui sont à cheval, un fusil dans les mains, et des chiens qui courent autour, Oui. qui galopent à travers champs. Ça, c'est typique. J'aimerais en savoir un peu plus sur les sourds français. La culture, le quotidien, l'école, le travail, la société. Et pour rencontrer une personne qui puisse me parler de tout ça, on m'a conseillé d'aller dans un café-théâtre, mais je ne le trouve pas. C'est toi l'anglais? Lui, il est français. Donc, tu es professeur et comique professionnel. Les deux à la fois. Tout à fait. J'ai 2 boulots. J'enseigne à des enfants sourds et à des adultes entendants. Je suis professeur de langue des signes depuis de nombreuses années. Et puis je me produis sur scène pour faire rire. Je suis un sourd avec 2 casquettes. Je trouve que la langue des signes française est magnifique. Et je sais aussi que les entendants français sont très fiers de la langue, voire crâneurs. Pour ce qui est de la langue anglaise parlée, c'est plutôt un mélange. Des empreintes de l'allemand, de l'italien et du français. Mais je me demandais si les sourds français étaient eux aussi fiers de la langue. Je pense que c'est la même chose. C'est culturel en France. On est fiers. On n'est pas tous comme ça, hein. Certains s'en fichent. Et puis d'autres sont un peu plus arrogants. Mais cette langue des signes est vraiment très expressive, très imagée.
Elle est reconnue des sourds du monde entier et on s'empare souvent de nos signes. Mais on aime partager. Chez moi, au niveau du travail, ça se passe plutôt bien. On a droit à des aides financières du gouvernement pour les interprètes. D'ailleurs, moi, ça m'a permis d'évoluer professionnellement. Quant aux familles, elles rencontrent des problèmes de communication différents suivant qu'elles sont composées de sourds ou d'entendants. Et pour ce qui est des écoles, les effectifs diminuent et les enfants sourds sont intégrés avec les entendants. C'est la même chose ici. Pour ce qui est de la scolarité, c'est variable. Il existe très peu de classes bilingues langue des signes français écrit. On privilégie plutôt l'intégration et l'oralisme. Et les familles françaises rencontrent le même problème de communication que chez vous. Mais au niveau du travail, les interprètes sont plus ou moins présents. Ça dépend de l'insistance des sourds. Il faudrait que la présence d'interprètes se développe et se généralise, qu'on donne les moyens aux sourds d'être des professionnels compétents. Je pensais trouver une scène ici. Mais on est dans un pub. Suis-moi. Viens. Viens. Mais on va se battre. Non, non, non. Moi, je veux pas. Hein. On va rire. Chez vous, en Angleterre, les sourds ne peuvent pas communiquer. Il pleut tout le temps. Alors avec un parapluie dans les mains, c'est impossible de discuter. Nous, en France, ça ne nous gêne pas. Comment je vais te répondre Bouge pas. Viens avec moi. Les chapeaux, les drapeaux. C'est bon. Moi, je vais m'installer. Je vous regarde. Attention. Les Anglais et les Français sont amis. Amis, hein? Amis. Pas de bagarre. Qu'elle est belle! Les Français disent que Paris est la plus belle des villes. Et il pleut, alors qu'il fait beau à Londres. Avant de venir en France, je connaissais nos différences culturelles et les désaccords qui persistaient, cette relation de frères ennemis. En rencontrant des sourds français et en les observant, j'ai pu constater qu'on partageait les mêmes problèmes.
au quotidien et au travail. Mais on garde nos particularités, malgré tout. Wow.